Le temps de l'info, on l'a appris hier, Moscou remet ça. 6 mois après la signature d'un accord de partenariat stratégique global avec la Corée du Nord, Moscou s'apprête à le faire avec un autre allié, avec l'Iran. Signature attendue dès ce vendredi. Et là, on parle de partenariat stratégique global, militaire aussi. On va y revenir avec Grégory Phillips qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Amélie. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de l'actualité internationale à LCI. Et nous sommes toujours avec Valérie Trierweiler et avec Marlène Schiappa. Grégory, pour y voir beaucoup plus clair, alors le président iranien va même rencontrer Poutine pour vendredi. signer l'accord. Ce sera vendredi, image forte. 47 articles. On est clairement dans le même type d'accord qu'avec la Corée du Nord ? Oui, essentiellement un accord militaire avec des livraisons d'armement, sans doute l'officialisation, parce qu'en fait on sait que Téhéran, depuis des mois maintenant, livre notamment ces tristement célèbres drones Shahed à Moscou pour la guerre en Ukraine, aussi des missiles de courte et moyenne portée. Donc c'est ça qui va être officialisé et sans doute renforcé. Un accord militaire, vous l'avez dit, à peu près équivalent à celui qui a été signé avec Pyongyang, ce qui dessine quand même un axe Corée du Nord, Russie, Iran, assez fort, axe que les Américains à l'époque auraient pu qualifier d'axe du mal. Enfin, vous voyez un peu la comparaison. Et j'insiste lourdement sur ce point, mais ce traité permettra clairement à l'Iran d'envoyer des troupes, par exemple en Russie, pour repousser les Ukrainiens, même du côté de Koursk, comme c'est le cas avec la Corée du Nord aujourd'hui. Oui, alors ce serait un développement majeur et très important si effectivement des troupes iraniennes se retrouvent dans cette oblast de Koursk occupée par les Ukrainiens. On n'en est pas là encore pour l'instant. On verra si vendredi il y a ce type d'annonce ou pas. Mais c'est possible. Techniquement parlant, je veux dire, l'accord ouvre cette possibilité. Oui, alors vous avez une armée iranienne moyennement puissante, mais vous avez des gardiens de la Révolution, par exemple, qui ont des milices, des unités extrêmement formées et militarisées. Honnêtement, si par exemple les Pasdaran venaient à aller combattre en Russie, ce serait quand même un développement très important dans ce conflit. Je ne sais pas si on en est là pour l'instant. Oui, mais on se pose toutes les questions parce que je voyais notamment, je regardais l'article 4 qui stipule que si l'un des pays signataires est mis en état de guerre par une invasion armée, l'autre fournira et sans délai une assistance militaire et autres avec tous les moyens, sa possession, etc. etc. Alors du coup, c'est vrai qu'on tire tous les fils. Vous pouvoir réagir, Valérie. Oui, j'allais citer aussi l'article 4 qui est inquiétant. Et c'est vrai que cet accord est inquiétant. Alors on sait que les deux présidents avaient un rapport déjà extrêmement proche. Ils se sont vus en octobre au sommet des BRICS. Et Poutine parlait de liens d'amitié avec Téhéran et avec son président. Mais la vraie question aussi, c'est pas seulement l'intervention de l'Iran à Moscou. C'est aussi que se passera-t-il si Israël attaque l'Iran sur ses réserves nucléaires. Voilà, que fera Moscou à ce moment-là? Est-ce que vous imaginez que Moscou puisse aider Téhéran en cas d'attaque effectivement sur Israël? Alors, l'accord le prévoira en tout cas. Sans doute, c'est possible. Après, il y a une autre donnée contractuelle et transactionnelle, c'est le nucléaire. C'est-à-dire que, évidemment, tout ça n'est pas gratuit. Certes, il y a des liens d'amitié entre les deux pays, mais il y a aussi un deal. Faut pas se le cacher. Et l'idée, c'est effectivement que la Russie puisse fournir à l'Iran une aide au développement de son programme nucléaire. Attention, on parle bien d'un programme militaire. Enfin, tout le monde est d'accord là-dessus. L'AIEA dit que on n'a jamais été aussi près. Téhéran n'a jamais été aussi près d'avoir un programme nucléaire militaire. On parle même de quelques semaines. Ils n'en sont plus qu'à quelques semaines. Avec des centrifugeuses de plus en plus modernes, de plus en plus rapides, et surtout une capacité de l'AIEA de plus en plus faible à aller inspecter ce qui se passe, notamment à Natanz et à Fordo. Donc, dans ce deal, pardonnez-moi pour ce mauvais terme anglais, dans cet accord, dans ce contrat, il y a l'aide militaire que l'Iran peut apporter à Moscou, mais de l'autre côté, il y a aussi ce que Moscou peut offrir en termes nucléaires. Oui, Marlène Schiappa. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en fait, ce sont deux États, l'Iran et la Russie, qui agissent vraiment hors cadre, et hors cadre international singulièrement, et qui là se donnent un cadre justement à cette action. Et sous le contrôle de Grégory, j'ai le sentiment que ce pacte, il vise bien sûr à engager les deux États l'un envers l'autre, mais c'est surtout un message vis-à-vis de la communauté internationale. On se souvient que l'Union européenne avait annoncé par exemple des sanctions contre l'Iran en cas de livraison de missiles balistiques à la Russie. Mais au-delà de ça, je dirais que ce qui les unit, vous parliez d'axe du mal, c'est vraiment le fait que
ce sont des autocrates. Il y a un livre extrêmement intéressant qui a été publié par une femme journaliste américaine qui a pris Pulitzer, qui s'appelle Autocracy Inc. Je ne sais pas si vous l'avez lu, je le recommande. Non, mais j'ai lu les articles sur le sujet ces dernières heures, en effet. Elle a donné une longue interview dans l'Express, d'ailleurs. Ah d'accord, mais en tout cas, je trouve que ce qu'elle dit est absolument passionnant, puisqu'elle alerte de longue date sur le fait qu'il y a des autocrates et que ces autocrates s'affranchissent de toute règle, et que la particularité des autocrates, c'est qu'ils s'entendent très bien entre eux et qu'ils aiment faire des pactes, des accords, des collaborations, et elle dit qu'on va vers une direction du monde portée par ces autocrates-là. Et je vais m'arrêter un tout petit peu, pardon Valérie, mais sur la question du nucléaire. Je pense qu'il faut s'arrêter sur ce point parce qu'il y a une autre information du Times ces dernières heures qui dit que l'Iran mène des missions diplomatiques secrètes en Russie pour renforcer ses capacités militaires et de défense. Et le conseil principal du guide suprême iranien a fait la navette, sur le Times toujours, sur des vols clandestins pour rencontrer de hauts responsables russes. Le conseiller principal, vous voyez les mots, ce qui s'affiche, aurait effectué ces vols secrets. Vous disiez, on n'est pas loin selon la IEA pour le nucléaire militaire. Un expert dans ce même article prévient que l'Iran est à un battement de cœur de la capacité nucléaire. On peut imaginer effectivement que la Russie, dans le cadre de cette amitié hors cadre et contre le cadre, donne le coup de... Le dernier battement. Oui, au niveau matériel, technique, alors je suis loin d'être un spécialiste de l'enrichissement, mais ils atteignent des taux de 82%, c'est-à-dire qu'on est vraiment plus très loin de l'arme nucléaire, de la bombe atomique aux mains du régime des ayatollahs, et plus inquiétant encore peut-être que l'aspect technique et l'aide qui sera sans aucun doute fournie par Moscou, c'est le changement de doctrine. C'est-à-dire que le guide de la révolution a clairement dit, un peu comme Poutine l'avait fait il y a quelques mois, qui songeait à changer, à modifier la doctrine nucléaire de la République islamique, et avec un changement stratégique important, et même peut-être une sortie officielle du traité de non-prolifération. Donc il y a l'aspect technique, matériel, et on voit que ça va très vite, et il y a aussi l'aspect idéologique où le guide dit maintenant sur la chose nucléaire, on va changer notre position, et oui, peut-être qu'on assumera dans quelques semaines, dans quelques mois, le fait qu'on a un programme militaire. Valérie ? On pensait que l'Iran était affaibli avec la chute du Hezbollah, et en fait, finalement, on découvre qu'en de manière souterraine, il se réarme de façon extrêmement inquiétante. Souvenez-vous, l'Iran avait dit que le jour où il frapperait Israël, ce serait sans pitié. Ils n'ont pas répondu aux dernières frappes. Donc là, c'est vrai qu'on peut s'inquiéter sur ce qui va se passer. Et on peut se demander aussi si l'accord proche, la fin de la guerre avec Gaza, n'est pas aussi en lien. Si Israël ne veut pas désormais se concentrer sur un futur front éventuel avec l'Iran. Mettre toutes ses forces sur ce front-là, je ne sais pas, je parle sur le contrôle. Non, mais vous avez raison, Valérie, et avec Trump qui est au pouvoir dans 6 jours. Et Trump, comment va-t-il réagir ? Quand même, l'Iran, c'est leur ennemi historique. Donc il devait rencontrer Poutine. Comment va-t-il accepter? Non, parce qu'il ne va pas l'accepter. Comment va-t-il considérer ce nouvel accord, ce rapprochement qui est quand même qui lie ces deux pays, vous le disiez, d'autocrates de manière extrêmement menaçante? Et oui. Eh bien, on va voir. L'administration Trump est en fait déjà à l'œuvre. Enfin, on le voit notamment sur l'accord sur Gaza que vous évoquez, qu'on espère tous. Peut-être aujourd'hui, on sait que Trump a fait des déclarations hier en disant que ça y est, ils avaient topé là, et qu'il espérait une libération très très rapide des otages. Maintenant, une fois qu'il sera dans le bureau ovale, il va falloir qu'il concilie effectivement sa volonté de dialogue avec Poutine. Je ne parle pas d'amitié, parce que je ne veux pas caricaturer, mais en tout cas, il y a une volonté de dialogue avec le président russe, et la manière dont il va traiter le dossier iranien. Effectivement, c'est l'ennemi suprême. Et si Israël venait à lancer une vaste opération contre l'Iran, après s'être débarrassé du Hezbollah, après avoir peut-être provisoirement clos le dossier gazaoui, il faudra voir comment les Américains soutiennent ou non l'État hébreu. Pour qualifier la situation, Sébastien Lecornu a choisi des mots forts. La situation pire que pendant la guerre froide. On va le réécouter, Sébastien Lecornu. La situation, elle est pire que pendant la guerre froide. Elle est pire que pendant la guerre froide, tout simplement parce que nous avons des espaces nouveaux qui se sont militarisés. En 2025, quand Téhéran se réarme, quand Moscou se réarme, il ne se préoccupe pas d'un pourcentage de PIB. Il compte le nombre de missiles, il compte le nombre de bateaux, il compte le nombre d'avions qui sont réellement mis sur la table pour malheureusement, potentiellement, nous faire peur, voire nous faire la guerre. Donc il y a les 2%, et derrière, il y a la réalité militaire.
Marlène Schiappa, en termes de communication, faut dire la vérité, c'est ça maintenant. On est rentré dans la période de, faut préparer les opinions. Bien sûr, et je pense que le ministre Sébastien Lecornu a parfaitement raison de dire les choses et d'être extrêmement clair. Mais ce que je trouve préoccupant en termes de communication, justement, c'est le silence de l'Union européenne. On a l'impression que c'est un acteur qui disparaît quasiment du rapport de force, puisque l'ère aujourd'hui de la géopolitique est au rapport de force. Donc on a des grands acteurs qui s'organisent entre eux, qui s'allient. Et que pèse une Union européenne affaiblie avec une voix de Giorgia Meloni qui n'est pas du tout en accord avec celle du président français Emmanuel Macron, avec Olaf Scholz qui, quand il prend la parole une fois sur deux, tacle ses partenaires européens, au premier lieu desquels la France, avec une extrême droite allemande très très puissante et en passe de monter très très fortement. Et donc dans ce marasme, on a des alliances d'autocrates effectivement, on a un Trump extrêmement fort, et en face, le champ au-delà de l'Union européenne, je dirais le champ des progressistes de façon générale se disparaît avec la démission de Justin Trudeau et avec l'affaiblissement de l'Union européenne. On se demande qui porte la voix de la raison, du progrès, de la paix, du respect des traités internationaux aujourd'hui dans le débat international. Bon, en tout cas, il y a une voix qui s'élève un peu plus fort du point de vue international, c'est du côté de l'OTAN. Mark Rutte, secrétaire général adjoint, secrétaire général tout court d'ailleurs, on l'écoute. Nous devons éviter de créer de nouvelles barrières entre alliés qui ne feraient qu'augmenter les coûts, compliquer la production et entraver l'innovation. À l'heure où la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran augmentent leur coopération industrielle de défense à des niveaux sans précédent, ce serait un acte d'automutilation d'ériger de nouvelles barrières entre alliés au sein de l'OTAN. Oui, enfin, vœu pieux, non ? Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de les ériger, ces barrières entre membres de l'OTAN, ne serait-ce qu'avec l'élection de Donald Trump ? Oui, avec la pression de Trump qui dit aux pays membres de l'OTAN, consacrez 5% de votre PIB, il faut que tout le monde mette de l'argent dans la caisse, sinon de toute façon, nous, on arrête de vous protéger. Donc, on est quand même face à un Trump extrêmement puissant. Enfin, il arrive à la Maison-Blanche avec cette force-là et ce rapport de force qu'il compte instiller avec même ses pays alliés, même ses pays partenaires, et notamment sur la question de l'OTAN. Et puis derrière l'OTAN, il y a la question, mais ça c'est un serpent de mer, la défense européenne. La menace n'a jamais été aussi forte. Enfin, on le voit, la menace iranienne, la menace russe, la guerre toujours à l'est de l'Europe, même si on imagine que des négociations vont bientôt arriver pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu en Ukraine. La menace est extrêmement forte. Tous les politiques le disent, et pourtant les Européens sont incapables de s'organiser.